Cette nouvelle API qui est connectée, elle a été mise en place quand? Ça a pris un petit peu combien de temps à mettre en place? Comment ça fonctionne? Tu t'inscris sur Spartan Job en tant que candidat, tu crées ton compte, tu lances l'intelligence artificielle qui va extraire toutes les données que tu as acquises pendant ta carrière. Un maçon coffreur par exemple, ton boulot c'est de faire des murs. C'est le meilleur maçon coffreur, mais peut-être qu'il sait pas faire son CV. Là, ça lui laisse une opportunité de mettre en avant les compétences clés qu'il aurait souhaité mettre en avant sur son CV sans savoir le faire. On a des gars qui récupéraient les rapports d'analyse et qui les revendaient. Donc en fait, on a vu qu'il y a des users qui faisaient tourner 200 fois l'analyse. Puissance des IA derrière, telle que, en tant que recruteur, quand tu reçois les candidatures, tu dis est-ce que vraiment ça correspond à ce profil, sachant qu'il y a l'IA qui peut tricher. Le candidat là, doit parler 3 langues, doit avoir 8 ans d'expérience là-dedans, 4 ans là-dedans, donc en fait il a commencé à bosser à 11 ans, c'est ça? Et la culture du travail dans la Suisse alémanique et dans l'Allemagne, elle est très très différente. Il n'y aura pas une minute d'heure supplémentaire. Par contre, l'intensité des minutes à travailler sont pas les mêmes non plus. Quand tu délègues une tâche à quelqu'un, elle est bien expliquée. Quand tu délègues une responsabilité, il est responsable des embrouilles qui vont avec et de la qualité de ce qu'il fait. Salut à tous, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Yann Jacquet, CEO de Spartan Job. Et on va faire un petit débrief et récapitulatif depuis notre dernière vidéo, l'interview qu'on avait fait ensemble. Et on va parler un petit peu des actualités du marché et des actualités de Spartan Job. Est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu où tu en es aujourd'hui, déjà dire bonjour à nos petits auditeurs. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation sur ce podcast. Alors effectivement, on a beaucoup avancé sur le système Spartan Job depuis la dernière fois où on s'est vu. On a livré pas mal d'améliorations, dont une grosse mesure d'amélioration pour l'analyse des CV, qui est encore une fois totalement gratuite pour les candidats. Donc l'idée c'était simple. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui vendaient en fait des CV de façon frauduleuse. Il y a des très bons, il y a de la très bonne qualité, mais il y avait aussi beaucoup d'escroqueries sur les réseaux. Donc pour pallier à ça, ce qu'on s'est dit clairement, c'est on a la technologie, donc on va livrer un système gratuit pour les candidats inscrits sur Spartan Job. Ils vont donc analyser mon CV, ils mettent leur CV, et là on a 15 prompts, 15 qui viennent analyser toute la structure du CV. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue législatif, on n'a pas le droit d'envoyer le CV simplement sur ChatGPT et de tourner 15 prompts. D'accord? Parce qu'il y a de la donnée confidentielle sensible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on prend le CV, on le passe par notre option de parsing CV, on explose la donnée, on choisit la donnée qu'on envoie sur ChatGPT 4o, on active les 15 prompts, on renvoie ça sur notre document, et en fait, ça permet d'avoir un résumé complet de tout ce qu'il faut amener comme mesure corrective sur son CV. Ok. Et donc ce nouveau logiciel qui vient d'être sorti, du moins c'est cette API, parce que du coup c'est connecté sur l'API, je présume. Exact. Cette nouvelle API qui est connectée, elle a été mise en place quand? Du moins ça a pris un petit peu combien de temps à mettre en place? Alors la mise en place était relativement rapide, puisqu'on avait bien préparé le coup en amont, ça faisait partie de la stratégie, donc c'était assez rapide. Le gros problème qu'on a eu, et là, tu vois, je sens que ça va te faire marrer, c'est qu'on a des gars qui récupéraient en fait les rapports d'analyse et qui les revendaient. Donc en fait, on a des users, on a vu qu'il y a des users qui faisaient tourner 200 fois l'analyse. Ok. Tu vois l'idée? Donc on est rentré sur un système de brute force, si tu veux, quasiment sur le système. Donc l'idée pour eux, c'était de faire tourner l'analyse, de récupérer le PDF avec tout ce qu'il faut changer sur le CV, de changer le logo Spartan Job, et puis de revendre en fait l'analyse CV ou l'utiliser pour après retravailler les CV des personnes. Il y a des gens qui ont fait ça. Ah oui, parce qu'ils ont des personnes sur les réseaux, je sais pas, ils disent, moi je refais votre CV pour 50 €. Tu vois ce que je veux dire? 50 €, l'autre il dit bon bah d'accord, il analysait via Spartan, il faisait les modifications sur Canva et il renvoyait. Et donc du coup là on a eu des soucis avec ça. Donc aujourd'hui on a retravaillé pour pouvoir le lancer que 3 fois je crois par utilisateur. Ouais, que ça soit limité sur le nombre de tokens aussi, parce que même en termes de coût ça a dû faire exploser pour le bénéfice d'autres. Ouais, tu sais les tokens sur l'IA c'est pas très très cher. Hein. Quand c'est bien monté, non mais franchement tu t'en sors de façon vraiment intéressante, surtout sur cette modalité là. La problématique, elle était liée au fait que certaines personnes, certains utilisateurs voulaient l'utiliser et du coup, ça marquait erreur système, tu sais, ou requête incorrecte, parce que ça avait mis le système en queue, en attente. Ok. Et pour parler un petit peu plus donc, dans le cœur de Spartan, parce qu'il y a des auditeurs qui ne nous auraient pas vus la dernière fois, mais qui est cette entreprise? Quel est son secteur? Où elle se positionne un petit peu? Alors, c'est très simple. C'est un job board. D'accord? Donc, il faut bien comprendre la définition du job board. C'est-à-dire que les clients, aujourd'hui, sur Spartan Job, utilisent Spartan pour publier leurs offres d'emploi, d'accord? Pour annoncer qu'ils recrutent du personnel et pour trier les candidatures avec le système. Pour les candidats, ça permet de postuler sur ces offres d'emploi. Encore une fois, on n'a que des vraies offres d'emploi sur Spartan Job. On pourrait scraper les offres aujourd'hui, monter à 12 000, mais ce n'est pas l'idée du tout. On veut vraiment que ce soit les bonnes personnes qui les voient. Comment ça fonctionne? Tu t'inscris sur Spartan Job en tant que candidat, sur le bouton à droite connexion, tu crées ton compte, tu lances l'intelligence artificielle qui va extraire toutes les données que tu as acquises pendant ta carrière. Donc en fait, quand tu vas postuler sur Spartan Job, tu vas postuler avec ton CV, d'accord? Ça c'est une chose, ou tes CV, parce que tu peux en mettre aujourd'hui plusieurs.
et avec l'extraction des compétences que l'IA a sorties. Ce qui te permet d'augmenter tes chances, en fait, de mettre en avant tes compétences. Pourquoi? Parce qu'un maçon coffreur, par exemple, son boulot, c'est de faire des murs. C'est le meilleur maçon coffreur, mais peut-être qu'il ne sait pas faire son CV. Là, ça lui laisse une opportunité de mettre en avant les compétences clés qu'il aurait souhaité mettre en avant sur son CV sans savoir le faire. Sans savoir le faire. Et à contrepartie, ça permet aussi, par exemple, pour des CV extrêmement complexes, qui font 9 pages, d'avoir une synthétisation. Ok. Mais tu vois toujours le CV en natif quand tu as la vision recruteur, en fait. Ouais, donc c'est pour ça que ça a pu être du moins, tu as pu mettre ça en place rapidement avec tes équipes pour la partie CV et ATS, parce que justement, tu avais déjà la tech qui était présente dans Spartan au niveau de l'IA. C'est ça. Alors l'ATS, on ne l'a pas implémenté pour le moment, parce que ça, on va y revenir après dans la discussion. Ok. Parce qu'il y a du pour et du contre. Il y a des technologies qui sont en train d'être modernisées par rapport à ça. Donc ça veut dire que quand un client va créer une offre d'emploi, il va marquer les compétences requises. L'IA va lui sortir les compétences requises pour ce poste. Il pourra les modifier, évidemment. Hein. Et le candidat, quand il va postuler, il doit marquer s'il a les compétences ou pas. Mais c'est le candidat qui va saisir. Donc on peut avoir une gamme de triche à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? On le voit parce que tu sais très bien, on compte à peu près entre 80 et 90% de candidatures déchets sur des postes à forte volumétrie en candidature. Donc je m'explique. Une offre où il y a énormément de candidats qui vont postuler, tu as entre 80 et 90% de candidatures qui ne matchent pas avec ce poste. Et ça, c'est un des gros points sur lequel j'aimerais vraiment accentuer et discuter. Pourquoi les gens postulent alors qu'ils n'ont pas les compétences? C'est la même chose que de faire de la pêche au milieu de la mer dans un zodiaque, mettre la main dans l'eau et te dire il n'y a rien. Ça n'a pas de sens. Et derrière, on a des clients, nous, qui reviennent en disant on a quand même beaucoup de candidatures non qualifiées sur le poste. C'est là où l'ATS pourrait rentrer en jeu et va rentrer en jeu. Je ne vais pas faire du teasing là, pour pouvoir avoir justement une préqualification. Sachant qu'au niveau de la législation, on pourrait partir du principe que le client reçoit un tri des candidatures automatisé. Ça veut dire qu'en gros, il reçoit, imagine, tu as ta liste de candidatures, tu correspond parfaitement, correspond moyennement et correspond pas. Mais la législation est très claire là-dessus. Elle dit que s'il y a un tri automatisé, le candidat qui a postulé doit savoir dans quelle catégorie il a été trié, vu que c'est un tri automatique, et pouvoir demander une réévaluation de son dossier par une personne physique. Ça veut dire que vis-à-vis du client, tu as quoi? Tu as correspond moyennement, correspond pas, et demande une réévaluation. On fait le jeu maintenant. Moi, je suis expert en logistique. C'était mon métier avant. Et si je sors en moyen, je ne suis pas content. Moi, je veux être en expert. Donc, du coup, on doit trouver aujourd'hui une technique pour que le client active cette option de son propre chef pour pouvoir trier les candidatures versus l'offre d'emploi. Mais ce n'est pas un tri qui doit être automatisé directement parce qu'on n'a pas le droit de le faire, en fait. Mais sur le territoire suisse, on n'a pas le droit de le faire? Ouais, c'est marqué dans la NLPD que si un tri automatisé est activé, le candidat, ce qui est normal, en fait. Imagine, tu postules et d'un coup... Mais c'est pas appliqué encore à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les ATS et qui m'ont jamais informé, par exemple. Alors, l'ATS, c'est encore sensiblement différent, d'accord? Parce que c'est pas un tri automatisé. C'est-à-dire que c'est le candidat lui-même qui a complété les champs. Est-ce que vous avez le permis poids lourd? Non, tu reçois directement un message de refus de candidature pour un poste de chauffeur. Oui, bien sûr. C'est toi qui les as saisis. Un tri automatisé, c'est quand tu mets ton CV et on te catégorise. Tu vois? Et l'avenir du recrutement, à mon avis, on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, arrivera par ces étapes-là. Ok. Donc oui, il y a toujours un principe d'IA qui va venir analyser correctement pour pouvoir justement arrêter les candidatures superflues qui n'ont rien à voir avec une offre. C'est ça, parce que imagine maintenant, on va faire un jeu de rôle, tu es dans le recrutement. Tu mets une offre d'emploi pour des coursiers-livreurs. Tu reçois 2000 candidatures. Tu dois placer un coursier pendant 4 jours. Tu vas gagner 500 balles. Et il faut les lire, les 2000 candidatures, pour gagner 500 francs. Il ne faut pas oublier que c'est un business. Il faut être très clair. Une agence d'intérim, elle est là pour faire de l'argent. Bien aussi, sûr. D'accord. Du placement, c'est la même chose. Donc, la problématique, elle est liée au temps que tu passes à la lecture, au tri des candidatures, à contacter les candidats. Des gens qui ont postulé lundi, tu les appelles lundi soir, ils ne sont pas dispo. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils ont marqué disponibilité immédiate. Donc, l'outil, l'IA, aujourd'hui, peut vraiment amener ce gain de temps-là. Il faut bien comprendre que tu n'as pas que... C'est pas que publier l'offre d'emploi, réceptionner les candidatures. D'accord? C'est publier l'offre d'emploi. Publier l'offre d'emploi. Réceptionner les candidatures. Trier les candidatures. Contacter les candidats. Faire les dossiers. Envoyer les contrats de mission. Le temps derrière, le gap est gigantesque. Et c'est là où on parle de temps, en fait, transformé en argent, en fait, ou en perte.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une sensibilisation, c'est pour ça que je veux en parler là. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, bah, notamment moi je l'ai revu avec mon pôle accompagnement que j'ai mis en place, mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience quand ils prennent des rendez-vous. Notamment j'ai eu pas mal de rendez-vous cette semaine, les gens ils prennent rendez-vous et en fait ils sont pas présents au rendez-vous, ah non, Ouais. je sais pas quoi. Mais il faut quand même conscientiser que quand on essaye d'être avec des entreprises qui essayent de faire bien le travail, il faut arrêter de leur faire mener la vie dure. Parce qu'au final, ils sont obligés de passer par des annexes ATS, alors qu'on pourrait être fait manuellement s'il y avait 10 candidatures, mais ultra précises qui étaient faites. Et du coup, ils sont obligés de faire du coup, du massif et on est obligé de filtrer. D'autant plus aujourd'hui, j'ai mis des gros frills dans mon entonnoir avant d'arriver sur les personnes qui accompagnent, parce que je respecte leur temps. Et du coup, on est obligé de filtrer à chaque fois d'autant plus par rapport aux gens qui ne prennent pas conscience de réellement ce qu'ils font. Mais oublie pas la vérité opérationnelle. Je sais pas si tu as déjà cherché du boulot, ça a déjà été dans cette étape de Si. vie où tu cherches de l'emploi. Il arrive un moment, tu es dans le canapé, tu te dis, bon, bah, ouais, on essaye. On l'a tous fait. Moi, le premier. Il y a des postes sur lesquels je me suis dit, peut-être ça passe, peut-être j'aurai un entretien, peut-être. Et j'envoyais quand même des candidatures. Donc, je ne peux pas en vouloir aujourd'hui aux gens. Mais par contre, j'avais 50-60% des compétences requises pour ce poste. Si maintenant j'en ai zéro, même pas j'essayais de postuler. Oui, et puis aussi, il y a le gros point en fonction du poste, parce que par exemple, moi, je sais pas, à l'ancienne, j'ai fait bar, restaurant, manutention, j'ai fait des ménages, du moins, j'ai fait tout ce qui pouvait me permettre de travailler, on va pas se mentir. Mais suivant les CV, suivant les secteurs d'activité, j'allais mettre des compétences en avant sur une candidature que j'allais pas mettre en avant sur une autre. Mais oui, mais c'était pas la même génération. En fait, c'est pas la même période dans la chronologie. Ce que nous, on a vécu, moi j'ai 42 ans, Ouais. et aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, l'avènement, la puissance des IA derrière est telle que même en tant que client, tu vois, en tant que recruteur, quand tu reçois, pardon, j'ai dit client, mais en tant que recruteur, quand tu reçois les candidatures, tu te dis, est-ce que vraiment ça correspond à ce profil, sachant qu'il y a l'IA qui peut tricher. Tu as vu la qualité des lettres de motivation en lançant 2 prompts, la qualité des CV que tu peux faire aujourd'hui, qui va comparer l'offre d'emploi. Donc ça Bien prend sûr. l'offre d'emploi, le CV, ça amène les mots-clés, ça te sort justement. Donc tu te dis, est-ce qu'en fait, c'est pas surévalué? Est-ce qu'il n'y a pas du fake dans les documents que j'ai devant les yeux? Bien sûr. Et ça, après, bon, pour revenir sur ce que tu disais au niveau des no-shows et de la culture qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'emploi, donc les no-shows, c'est quand tu as un entretien et que tu n'arrives pas. Mhm. Ça, je l'ai déjà fait, hein. Effectivement, c'est dramatique quand tu es dans le recrutement parce que tu bloques du temps et c'est du temps que tu n'as pas forcément pour des personnes. Et puis derrière, encore pire pour les agences de placement, il y a un tripartite. Tripartite, c'est-à-dire que tu as l'agence de placement, le candidat et le client final. Mhm. D'accord. Donc quand la mission elle est pour le lendemain et que la personne ne vient pas, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu fais venir 3 gars pour le même poste pour remplacer qu'un seul. Donc il y en a quand même 2 qui vont venir pour rien. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Le no-show, effectivement, et je te rejoins là-dessus, c'est un fléau. Alors, par laxisme, faculté, tu vois, par simplicité, pardon, on va se dire, ouais, c'est la Gen Z, ils veulent rien faire. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu vois sur les réseaux à quel point la Gen Z se fait allumer. On va parler franchement, se Mhm. fait allumer, alors que cette génération, ils font juste les choses différemment. Ils vont chercher le bien-être au travail. Pour eux, c'est une priorité. Mhm. Le bien-être, ils font pas les mêmes erreurs que nous. Alors pour moi, c'est très compliqué d'en parler parce que j'ai encore le mindset old school, tu vois. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément tort. Le Il y a des bien-être au travail est refuser de faire du boulot sans être rémunéré. Oui, ça c'est malheureusement ça c'était mais ça par contre je trouve que c'est même une bonne chose. Notamment il y a une certaine période qui a remis les cartes dans l'hôtellerie parce que moi je viens de l'hôtellerie. Quand j'ai commencé mes saisons je faisais 90 heures par semaine, j'étais payé 2 000 €, donc ça faisait un ratio de 5,50 de l'heure ou quelque chose comme Ok. ça parce que j'étais entre 90 et 110 heures et du coup on n'était pas payé à notre juste valeur. Et à un certain moment, on a senti que le marché s'est inversé, notamment dans l'hôtellerie à post-période de confinement. Et à ce moment-là, on a pu voir que du coup, ils ne trouvaient plus de main-d'œuvre parce que plein de gens avaient fait des reconversions et il y a beaucoup mieux que l'hôtellerie. On va pas se mentir, du moins en tout cas en niveau de santé, il y avait beaucoup mieux. Et on voit qu'il y a eu une reconversion. Donc, je pense que sur certains points, ça a été bénéfique. Après, il y a d'autres points
où les candidats doivent être un peu plus engagés parce que, par exemple, comme j'avais fait l'année dernière, j'avais placé 3 candidats dans un restaurant que j'avais réussi à placer avant même que je commence les accompagnements et toutes ces choses-là. J'avais placé 3 candidats et les 3, ils ne s'étaient pas pointés. Donc, ma réputation envers le directeur qui était une connaissance à moi, qui est toujours une connaissance à moi, elle joue, en fait. Donc, c'est quoi les candidats que tu viens et que tu me présentes, du moins. C'est pour ça que maintenant, j'ai d'autant plus de complications à orienter des candidats à une entreprise, simplement parce que je maîtrise mon réseau et que je ne peux pas envoyer n'importe qui, n'importe où, en fait. Moi, aujourd'hui, comme on avait déjà discuté, moi, je viens de la logistique, je parlais avec des gamins de la logistique, je ne comprends pas de quoi ils me parlent. Parce que son métier, c'est ce que moi, j'avais comme tâche. Donc, aujourd'hui, ça a été scindé. Ouais. D'accord, scindé. Mais par contre, tu commandes un truc sur Amazon, c'est livré le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous, on rigolait bien avant dans la logistique, mais il faut voir que ça marche mieux maintenant. On est d'accord. En termes Avant, de il y a gestion. beaucoup moins d'erreurs en termes de gestion. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. Mais pour ça, il faut de l'excellence. On est arrivé où c'est chirurgical. Chaque poste, c'est chirurgical pour arriver à ce degré d'excellence. Et pour ça, il faut des compétences et il faut surtout, encore une fois, un mindset dans le cadre de l'emploi par secteur d'activité qui est dément. On l'a vu sur certaines offres d'emploi où tu fais le calcul, tu te dis, OK, donc le candidat là, doit parler 3 langues, doit avoir 8 ans d'expérience là-dedans, 4 ans là-dedans. Donc en fait, il a commencé à bosser à 11 ans, c'est ça Donc il faut revenir un petit peu aussi. Je pense qu'il y aura un retour en arrière par rapport à ça. Ouais, dans les deux sens. Et parce qu'on le voit bien avec. Moi, je suis plus dans le placement, dans l'intérim. Mais je le vois en parlant avec des directeurs et beaucoup de personnes dans l'intérim. Ils me disent le problème aujourd'hui, c'est que leurs clients, encore une fois, tripartite. Donc on a l'intérim, le candidat et le client, demandent le mouton à 5 pattes systématiquement et dans l'urgence. Donc ils partent du principe, globalement, je ne vais pas faire un amalgame, d'accord? Oui, bien sûr. Globalement, qu'il y a tellement de monde sur le marché que ça doit être facile. Mais il y a toutes les problématiques qu'on vient de citer. Trouver. Est-ce qu'il est d'accord d'y aller? Est-ce qu'il va venir? Tu vois, ça c'est une nouvelle donnée. Et surtout, est-ce qu'il va accepter la mission? Parce qu'on l'a vu, moi je le vois bien dans la partie transport, avec beaucoup de clients dans le transport, qui ont des problèmes pour recruter des chauffeurs. Parce que la CCT qu'il utilise, elle n'est pas forcément liée à une CCT de gros œuvres, donc le chauffeur travaille moins payé sur la CCT en location de service que sur la CCT gros œuvres. Après, Et il dit, sur les chauffeurs, il y a quand même un gros problème, parce que des chauffeurs, j'en ai sous l'aile, par exemple, beaucoup. Mais le problème pour faire valider leur permis, il faut une opportunité d'emploi. Et pour avoir une opportunité d'emploi, il faut le permis. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Peut-être que tu as des choses à dire à ces chauffeurs, des méthodes Mais peut-être. ça a changé, ça. Parce qu'avant, tu devais passer ta FIMO en OACP, la loi a changé, donc tu peux... Sur la Suva, moi, plutôt. Ah, pardon, toi, tu es sur les grues, les grues auxiliaires. Non, les PL, tout ce qui est poids lourd, Alors oui, tu as 18 types de camions différents. Tu en as qui nécessitent une formation, un permis, par exemple les grues auxiliaires Suva A. Effectivement, là, il faut le permis suisse. Tu peux pas rouler avec les... certains clients vont le faire, mais c'est pas franchement recommandé. C'est très léger. Là-dedans. Après, un chauffeur messagerie frigo, par exemple, permis français peut venir en Suisse sans problème. Avant, il y avait des reconversions à faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la FIMO. Tu as 3, tu as le permis de conduire, tu as la carte tachygraphe et tu avais la FIMO qui devait être convertie en OACP. C'est 5 jours de formation tous les 5 ans pour avoir le droit. Et je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que ça fait 1 an et demi que je touche plus à ça. Mais je sais qu'il n'y a plus besoin de faire cette étape-là. Et maintenant, un chauffeur en permis D, transport de personnes, un contrôle ETR, c'est 45 minutes. Parce que la police est extrêmement douée. Ils sont impressionnants d'intelligence et de maîtrise des législations. C'est, allez, en 30 et 45 minutes, un contrôle. Vérifier les 21 disques, le machin, pour les anciens camions avant 2007, les cartes, les machins, le poids, c'est un. Tu crois vraiment que sur un transport de personnes, on va arrêter un chauffeur pendant 45 minutes? Un car ou un truc? Non, c'est plus compliqué. Non. Maintenant, imagine un bus qui est chronométré, qui doit arriver, qui est timé. Tu l'arrêtes 45 minutes pour un contrôle? Non, c'est compliqué. Donc là-dessus, il y a peut-être encore un peu de laxisme. Ok. Donc oui, c'est toujours intéressant. Et toi, tu connais un petit peu des entreprises peut-être qui recrutent dans ces secteurs? En permis D, j'étais avec un client qui est sur Spartan aujourd'hui. Ils ont pas mal de demandes en recrutement, mais c'est des postes assez spécifiques. Ça va être des compléments. Des 40%, 50%, 30%. C'est plutôt dans ce segment-là. Après, en transport D, c'est vrai que plutôt sur le canton, la partie nord-vaudois, Fribourg, Valais, là, il y a peut-être plus de demandes. Encore une fois, c'est toujours la même chose quand tu parles de l'employabilité en Suisse. Il y a 3 données. Où, quand, quoi, où. Tu vois, le même poste à Genève va avoir 3000 candidatures. Tu prends le même poste à Fribourg, 400. Même dans le Valais, beaucoup moins encore. Donc j'ai toujours eu cette problématique à comprendre pourquoi tout le monde cherche à venir sur Genève.
quand je vois sur les réseaux des gens qui disent je veux m'établir en France pour être frontalier et qui viennent à Thonon pour bosser sur Lausanne. Après, ça Alors, dépend parce qu'en fait, suivant les secteurs d'activité, il y a quand même toujours un rapport d'imposition. Le fait de venir, du moins, étant souvent en contact frontalier et résident maintenant, parce que j'ai quand même pas mal de résidents de plus en plus, mais étant en contact avec eux, il y a quand même une évolution. Et non, ce que je peux dire aussi, c'est travailler en Suisse, donc dépenser en Suisse, parce que moi, je ne vante pas le mérite de rentrer tout l'argent en France et tout claquer en France. C'est pas ma philosophie, mais on va vivre en Suisse, vivre en France, notamment là, je vais m'acheter mon sandwich, je mange la pizza ici. On dépense dans le pays dans lequel on est, mais avoir dégagé quand même un certain cash flow entre ce qui est gagné et ce qui est épargné et ce qui est possiblement épargné. Parce que la Suisse peut être un changement de mode de vie, de qualité de vie, mais peut être également un changement de carrière et d'évolution matrimoniale. alors, pourquoi ils viennent tous sur Annemasse? Mais encore une fois, je suis suisse, Ah non, j'habite en Suisse. ça par contre, je comprends. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde vient s'entasser à Annemasse ou Thonon et Vian, alors qu'en face, il y a un lac, quoi. Donc, à partir du moment où c'est que tu veux bosser à Lausanne, je te fais le speech, tu prends ta voiture, tu la poses, tu prends un bateau. Une fois que tu arrives, après, bah, tu es à pied. Donc, tu prends un scooter, mais c'est koh pour aller au boulot. Comment un employeur va se dire, oui, oui, c'est bon, on va faire ça? Tu te rends compte le nombre de possibilités qu'il y a, qu'il y a un problème dans le cursus avant d'arriver au boulot? Donc, moi, je le dis à chaque fois, les gars, je vois les commentaires sur les réseaux. Tu vois, parce que moi, j'ai pas accès aux candidatures sur Spartan Job parce qu'elles sont protégées. Mais je vois sur les réseaux des gens qui me disent j'ai postulé, je comprends pas, je reçois que des réponses négatives. Ça fait combien de temps que tu postules avec le même CV? C'est la première question. Bah, 6 mois. Bon, il y a déjà un problème par rapport à ça, ce serait temps de regarder. Si moi, je fais une sorte de mailing, tu sais, prospection mail, et je vois que les 300 mails que j'envoie, j'ai 0 retour, et je retravaille le mail, je me dis pas, les gars, on envoie 2 millions. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pour ça que moi, j'ai mis avec mes candidats, j'ai mis un tableau Excel de suivi des candidatures, déjà date de postulatant, date de refus, parce que si ça va trop vite, ça veut dire qu'il y a un micmac entre l'annonce cible et le CV. Et ça me permet de retracer un peu le CV. Et quand je vois trop de refus dans un type de poste par rapport au CV qu'on avait fait une fois, à ce moment-là, il faut créer une variante adéquate à ce secteur pour pouvoir maîtriser et modifier. Parce qu'un CV, on va le modifier, nous, dans notre... Ouais, on a entre 30 et 50, toutes les 30 à 50 candidatures, on fait des modifications maximum. Ok. Mais tu vois, sur le CV, il y a des choses qui sont de base et aujourd'hui qui ne sont pas encore acquises. Par exemple, avoir un titre au CV. Tu vois encore trop de CV avec un nom, Yann Jacquet. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Le titre, c'est le truc le plus important sur le CV pour passer le premier tri. Pour passer le premier tri, tu dis cette personne connaît le secteur parce qu'il y a un titre qui correspond à l'offre. Le deuxième, ça va être l'adresse. Aujourd'hui, on me dit ouais, mais je comprends pas, j'habite à Paris, j'ai des refus. Mais j'ai bien une idée, moi. Si maintenant on ouvre une boîte à Paris, on ouvre une boulangerie, est-ce qu'on va prendre des mecs du Burkina Faso? Mais non, c'est trop loin. Est-ce qu'on va prendre des personnes qui habitent à Lyon? Mais non, c'est trop loin. On va prendre des personnes dans la région. Et quelles sont les informations que le recruteur a? Bah, c'est le CV, quoi. Il a que ça. C'est un condensé. Tu dois, dans ce document, faciliter la lecture du recruteur, mais lui faciliter la lecture. Et les grandes théories, moi, il faut lui donner envie, il faut faire ça. Ça va vite. Hein. Le temps de lecture d'un CV, tu l'as vu, hein, comment ça va. C'est moins de 6 secondes, il me semble. Oui, encore une fois, quand tu as une forte volumétrie, quand on a beaucoup, tu as 2000 CV à traiter, tu passes pas 20 minutes par CV. Hein. Ça envoie. Mais tu vas vérifier le titre, l'adresse. Pour le premier tri. Deuxième tri, tu vas passer plus de temps dessus. Tu n'es pas à 6 secondes. Mais pour passer le premier tri. Et c'est des erreurs qui sont encore trop flagrantes. Et puis, encore une fois, moi, maintenant que je passe pas mal sur les réseaux, je vois de ces trucs. Ouais, alors, montez sur les CV. Tricher, mettez l'adresse d'un cousin, les gars, ça va se voir. Moi, j'ai vu des CV où c'est marqué Mérin 1203. Et le code postal, c'est 1217. Triche, mais triche correctement. Tu vois, ça se voit. Non, mais alors ça, c'est chaud par contre. Mais non, mais il y en a énormément, tu les vois. Il faut au moins que les gens aient connaissance des lieux, parce que moi, j'ai vu, c'était Domino Suisse HR, l'agence d'intérim avec qui j'ai fait pas mal de vidéos aussi, qui expliquait que souvent ils allaient mentir, mais malheureusement, on connaît tous la région. Donc une question va être posée. Alors tiens, c'est vrai qu'il y a la petite épicerie là. Ah bah non, mais en fait j'ai marqué une adresse comme ça. Et paf, là c'est blacklisté d'entrée. Oui, la Tour Eiffel de Mérin. Il faut que les candidats aient quand même une maîtrise de où ça se situe, qu'est-ce que c'est, est-ce que je vais habiter en Suisse, est-ce que j'habite en France. Après, moi j'ai beaucoup de candidats qui disent bon, dans un premier lieu, j'habite en France par question de simplicité et acheter son premier bien dans la première année, et qui après me disent moi dès la deuxième année, maintenant j'en ai beaucoup plus de candidats comme ça, dès la deuxième année, je veux aller en Suisse. Et ils me disent c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que tu vas avoir une certaine maîtrise des deux territoires et de savoir à quel moment, comment, qu'est-ce qui peut être intéressant sur le territoire suisse. Parce que pour moi, être frontalier, c'est un très beau statut. Être résident, ça l'est très bien aussi. Pour moi, c'est une question de revenus.
parce que dans la finalité, je vais très certainement habiter en Suisse. Juste, je vais monter mon niveau de vie avant de pouvoir y accéder pour garder un certain confort et être en Suisse, parce que pour moi, ce sera le but final, on va dire, de l'histoire, c'est vivre sur les territoires, avoir le permis et le passeport suisse, donc passer ce fameux concours que j'attends tant. Avec le national. Mais c'est vrai que c'est la clé. On le voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clients qui demandent des résidents suisses. Bien sûr. Je ne sais pas s'ils ont vraiment le droit de le faire. C'est résident suisse ou permis valable, avoir déjà le permis G. Oui. On va parler des permis G. Tu as vu un petit peu l'histoire qu'il y a eu avec les gars qui vendaient des permis G sur les réseaux J'ai vu, sociaux. ouais. Tu as compris comment ça marchait cette affaire? J'ai pas compris. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai parlé avec eux parce que je suis monté sur le live. Ok, D'accord? Mais depuis le compte Spartan Job, tu vois. ok. Et j'ai discuté avec lui sur un live TikTok. Donc, toi, j'avais déjà une grosse envie pour comprendre. Et en fait, il ne se cache pas du tout, hein. Donc, il y a une société qui est sur Lausanne, apparemment, qui fait des faux contrats de travail en CDI. Elle fait des faux contrats de travail. Tu prends ce contrat de travail, tu fais tes 90 jours, donc tu passes tes 90 jours de délai pour l'OCPM. Tu vas à l'OCPM, tu as ton contrat CDI devant toi, qui après il sera déchiré, hein. Carte d'identité, tu as ton permis G. Et eux vendaient le permis G 2200 ou 2300 euros. Oui, mais comment ils font pour faire... Parce que, en fait, là, la subtilité qui me trotte en tête, c'est à la base, le minimum, du moins, ils font quoi? Un contrat de 10%, ils payent les 10%? Parce qu'à la base, C'est un contrat qui part à la poubelle. Tu ouvres un il n'y a contrat. vraiment pas de salaire qui est versé durant ce contrat. Mais imagine, tu fais un contrat sur appel, un tarif horaire. Il est sous contrat, mais il bosse pas. Ah, les fameux contrats modulaires, c'est vrai Tu qu'il y a vois ça comment? aussi en Suisse. Donc les gars, c'est pas hyper malin, surtout que ça va se savoir. Je sais qu'il y a des. Tu l'as vu sur le reportage de la RTS. Ouais, le bien fait, reportage d'ailleurs. là. Donc ça va leur tomber dessus, mon pauvre. Ça va piquer. Et puis, mais c'est. Alors, moi j'ai deux questions qui me taraudent. Le gars, il le fait, il le dit. C'est de la fraude parce que moi il me l'a clairement dit sur le live. C'est pas légal, mais on le fait pour aider les gens. Bon, à 2200 euros, c'est un bon coup de main. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est les gars qui vont payer ça, en fait. À quel moment? Aujourd'hui, on a Internet partout. On a de la 5G, on a Google, on a 30 IA différentes. Tu as juste, est-ce qu'un permis... Tu vois, tu peux taper ces recherches-là. Les gens ne vont pas rechercher de l'information. Ça veut dire que tous les permis G qui ont été octroyés par ces personnes-là, on pourra les retracer. Oui, mais de toute façon, il va y avoir des pénalités dans la Suisse, ils ne laisseront pas passer ça comme ça. Ah non. Ça, c'est ça, c'est pas le genre de truc que la Suisse, ils aiment laisser passer. Et ils ont raison, parce que mais ça... Qui achète ça? J'arrive pas. Je sais pas. Moi, j'ai vu le reportage de la RTS. J'ai vu... Alors, moi, j'ai un avis tranché, pas tranché sur ce sujet. Et d'ailleurs, j'ai envie de partager avec toi ça, parce que c'est bien d'avoir toujours des positionnements et des argumentaires différents. Je sais qu'on peut avoir deux avis différents. Alors moi, par exemple, sur la partie influence et marché, influence transfrontalier et vente du rêve. Je suis contre le fait de vendre du rêve, notamment, j'en ai déjà fait souvent des vidéos, ou notamment la vidéo que j'avais fait en Porsche, je dois arrêter de regarder tout ce qu'il y a autour et renseignez-vous sur ce que la personne a appris et ce qu'elle a à vous transmettre. C'était les valeurs que je voulais transmettre, parce que tout le monde regarde toujours... les véhicules, les trucs, du moins tout ce qu'on peut vendre, ou les salaires. Alors que les salaires, c'est pas la chose la plus intéressante. Quels skills on peut avoir pour évoluer, du moins, il y a d'autres choses, pour moi, plus intéressantes que uniquement l'argent. Parce l'argent, on peut en gagner beaucoup plus, sûr. Mais comment y arriver à faire un chemin? Comment se construire une carrière sur mesure? Moi, c'est ça, pour moi, la chose la plus importante, parce que l'argent, on peut en avoir et ne plus en avoir. Les compétences, on ne nous les enlèvera jamais. Et il y a quand même cette valeur, donc il y avait ça. Après, il y a quand même un autre schéma en tant que créateur que je vois beaucoup, c'est que malheureusement, quand on est créateur, si on veut faire un minimum de driving de vue, il y en a qui en font que toutes leurs vidéos. Mais par exemple, moi, ça peut m'arriver une fois toutes les 6 vidéos d'avoir un sujet qui rapporte à l'argent ou au développement matrimonial ou des choses comme ça. Mais mon contenu est tranché principalement sur l'expertise. D'ailleurs, j'étais parti de TikTok à une certaine époque parce que je voyais que les gens n'apprenaient rien en fait. Et si ils n'apprennent pas des compétences ou des skills, je trouvais que c'était pas intéressant. On est mieux dans un podcast comme ça à partager 45 minutes, 1 heure sur des points de vue, sur des choses, que dans un short de 30 secondes où le mec il est lobotomisé et il s'en souviendra plus demain. Mais la clé, elle est là en fait. C'est la source. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? D'où vient l'information ou le déclic pour se dire je vais en Suisse? Si c'est sur TikTok, avec des influenceuses qui sont matrixées, alors comme tu as sur Instagram où tout est magnifique, hein, tout le monde est sur son yacht, son bateau, il y a 6 filtres sur le visage, les dents bleues, tout est matrixé, d'accord? Donc les gens regardent ça et se disent, là j'ai vu 30 fois de suite que la Suisse, c'est des gros salaires. Ça ouvre un déclic. Derrière, après, la clé, c'est comme d'aller un minimum se renseigner.
combien ça va me coûter, quelles vont être les charges, comment ça va se passer avec l'assurance maladie. Donc tu peux avoir un déclic, mais derrière il y a du sourcing. Quand tu vois que c'est trop beau, moi j'ai une haine viscérale contre tous ces influenceurs, pseudo-influenceurs, qui font de l'argent, où tu les vois venir en Suisse, il y a de l'argent, ça coule à flot. Et moi j'habite en Suisse, je vois des gens qui ont 2 ou 3 boulots pour survivre en Suisse aujourd'hui. Et je les vois, je les côtoie tous les jours, tu vois. Et on est dans des situations où c'est pas l'Eldorado. Donc quand tu entends ça, il faut savoir que les Suisses n'ont pas accès à ces vidéos-là. Oui, ils n'ont pas accès par l'algorithme. Maintenant, on fait un test. On va montrer cette vidéo à 5 gars dans la rue, là. Tu dis, t'habites où? Ouais, Charmy, Avanchet, Mérin, j'en sais rien, pas qui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il devient fou. Il dit, ah, mais qui fait ça? Mais en fait, la partie française voit que ça de la Suisse. Et pour moi, arriver dehors, là, et filmer des Porsche, des Lambeaux, des... Eh, mais il n'y en a pas autant que ça. Hein. On n'est pas au salon de l'auto, là. Il y en a. Alors, il y en a. Non, on est d'accord. Non, mais il y en a. Il faut calmer le jeu. C'est pas ça l'idée de la Suisse. Ici, on a une terre d'immigration. C'est sûr, tu peux venir en Suisse si tu as la culture, le mindset et envie de travailler. On est un pays, et c'est le mien, ok, avec un petit drapeau carré. On n'est pas beaucoup à avoir ça. On est en dehors de l'Union européenne. On fonctionne comme un peuple souverain, comme une fourmilière. On prend des décisions ensemble, avec nos votations, et on fonctionne de façon différente. Un exemple, on a refusé d'avoir 6 semaines de vacances. Tu me fais la chose en France, tu dis on fait un vote pour 6 semaines, t'as pas fini ta phrase, tout le monde a signé. Hein. Non mais même le gars qui est pas français, il a dit moi je veux ça. Hein. Nous on l'a refusé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un mindset différent au niveau de la gestion politique. Par exemple, beaucoup de Suisses ne connaissent pas, et moi je suis mal placé aussi, qui dirige le pays. Et pourquoi on ne sait pas qui dirige le pays, les noms de cette personne qui dirige le pays? Parce qu'on n'entend pas parler, parce qu'on a confiance. Tu vois ce que je veux dire? Encore, il y a une théorie là-dessus qui est assez intéressante, c'est l'histoire de la température, tu connais? Tu dis jamais à quelqu'un oh, aujourd'hui j'ai 37,2. Tu dis j'ai eu 40. Tu parles de ta température quand tu es malade. Donc tu parles de la politique quand il y a des problèmes. Pourquoi nous en Suisse on connaît tous les noms des présidents en France? Parce qu'il y a de la température. Tu vois, en Suisse on les connaît pas parce qu'on fait confiance. Tu reçois les votations, tu regardes derrière, qu'est-ce qu'il a dit le Parlement? Bah, on a dit ça, ok, on va faire confiance. Ah, j'aime beaucoup le système de votation en Suisse. De toute façon, j'idolâtre complètement le pays, hein, on va pas se mentir. Moi, ça n'a jamais changé là-dessus. Mais ce système de votation, moi, je le trouve incroyable avec le Conseil fédéral, les conseils cantonaux. J'adore le schéma. Il y a peut-être mieux, peut-être, mais en tout cas, comparé à la France, c'est pas comparable. Non, mais si tu veux comparer entre la Suisse et la France, le seul truc qu'on garde, c'est la date. D'accord, la date du jour. Tout le reste est à revoir. Il faut voir qu'en Suisse, il y a quand même beaucoup de Suisses allemands, pas beaucoup de quelques Français qui parlent français, les Italiens et les Romanches. Il ne faut pas les oublier, les Romanches, même s'ils sont 14. 0,5% de la compte, population. les Romanches, ils sont helvètes avant tout, d'accord? Je crois même que c'est les plus élevés. C'est les mieux, mais je crois que s'il y a une votation en fait, nationale que les Romans disent oui, que les Allemands disent nein, eh ben c'est nein, hein, parce qu'ils sont plus, d'accord? Mais par contre, tu as l'impression d'être... Tu fais 1 heure de voiture, tu as l'impression de changer de pays. Mais dans tous les sens. Tu vas dans le Valais qui parle français, le Valais qui parle allemand, suisse-allemand, pardon, excusez-moi, hein, pas d'amalgame avec ça. Tu montes, tu vas sur Lucerne, sur Zurich, mais tout, la partie de Lémont, Jura, Genève, le Nord vaudois. Tu as l'impression, partout où tu te déplaces, d'avoir changé de pays. Et de mindset. Les gens sont différents. Tu vas à Zurich, moi j'ai des flashs, je me rappelle quand je travaillais beaucoup sur Zurich, tu as des punks à chiens avec des gars en costard qui touchent 70 000 francs par mois. Ils sont posés en train de boire un verre ensemble. Tu as presque une culture latine. Dès que le boulot est fini, les rues sont pleines. Ça boit des cafés, ça boit des verres et ça rigole. Et ça joue au foot. J'ai l'impression d'être en Espagne, tu sais, d'être avec ma famille un peu, tu vois. Mais j'ai vu que la culture du travail, parce que j'ai eu une interview il y a pas longtemps avec un partenaire, et la culture du travail dans la Suisse alémanique et dans l'Allemagne, elle est très très différente. C'est vraiment, il n'y aura pas 1 minute d'heure supplémentaire. Par contre, l'intensité des minutes à travailler sont pas les mêmes non plus. C'est plus une culture nordique, tu sais. Alors, les Nordiques, ils ont une culture où ils disent on fait 6 heures de travail. Donc tu fais ton sport le matin, tu travailles, mais tu as 6 heures de boulot. T'es payé. Mais alors, les 6 heures, tu vas tabasser. Hein. Et en fait, moi, je travaille aujourd'hui comme ça. Alors, pas comme les Nordiques, hein, parce que je suis beaucoup plus que 6 heures à cause de mon rôle de CEO. Mais par contre, le matin, quand je me réveille, je touche plus mes mails. Je me réveille, j'amène la petite à l'école, je fais mon truc, j'arrive devant le PC, j'arrive au bureau, devant le PC, je démarre. Et c'est le matin où j'ai la réflexion qui est au maximum. Donc, je me concentre sur la liste que j'ai fait la veille, des tâches que je dois faire qui vont nécessiter beaucoup de jus de cerveau. J'adore cette expression. Et une fois que ça s'est fait et que j'ai mangé, dès que je suis en digestion, tu sais, un peu en mode oula, c'est là où je fais les mails. Parce que là, j'ai pas besoin de cerveau, c'est machinal, tu sais, tu peux le regarder un peu à moitié avec l'œil qui s'endort, là, tu sais. Tu fais tes trucs, tu réponds. Mais cette culture de transformation de ton énergie au bon moment dans la journée, elle est fantastique. Maintenant, j'ai un autre problème, c'est que j'ai un gap de réflexion tard le soir. Et celui-là, je dois l'éteindre parce que sinon, je dors plus, quoi.
Ah mais alors ça, j'ai l'impression que ça doit dépendre des personnes, mais je sais que moi j'ai un gros gap aussi de réflexion tard le soir, et c'est notamment là où j'ai la créativité des nouvelles choses que je veux mettre en place, on va C'est dire. ça, là, pardon, je me l'ai mal dit, et tu as raison de souligner, c'est la créativité. Je suis incapable de faire les choses correctement, mais par contre, j'ai des idées. Ouais. Donc, si on suit la logique, il y a l'idée le soir, le matin, tu la transformes, et Et l'après-midi, une fois que tu as amené ton Fabrice, là, tu connais le. non? Non, tu connais pas ça avec Edgar Rive, là? Le Non? sketch qu'il a fait. Waouh, je te laisserai regarder ça, mais c'est Ok, fantastique. ok. Dès que tu as dégommé tous les sandwichs parce que tu t'es mal battu avec ton démon en toi, tu vois, et que tu es en train de digérer, c'est là où tu fais les tâches, en fait, Ouais, Rhodes. rébarbatives, qui demandent du temps, mais très peu de concentration. Moi, j'essaye aussi beaucoup, bah, peut-être que toi, tu essayes dans ton business aussi. Moi, je sais que j'essaye beaucoup de déléguer maintenant petit à petit, parce que bah, je délègue de plus en plus et j'ouvre de nouvelles choses. Mais j'essaye beaucoup de déléguer les tâches sur lesquelles j'arrive à avoir le moins de value. Notamment l'administratif, les mails. Bon, pour l'instant, c'est pas totalement délégué. C'est compliqué de donner sa confiance à quelqu'un. Mais c'est une tâche où je me dis j'ai très peu de value parce que je redirige vers mes services, fiscalité, etc. Mais par exemple, d'autres choses, notamment le CV par exemple de mes clients, j'y repasse encore des heures après avoir fait tous les schémas d'IA, etc. Simplement du fait que là, j'estime que j'ai une value de mise en page, de choses pour mettre, de par mon expertise du territoire. Alors, je vais répondre à ça par deux choses. Tu délègues une tâche ou une responsabilité? Parce qu'une déléguée, il manque deux mots. Est-ce que tu délègues une tâche ou une responsabilité? Quand tu délègues une tâche à quelqu'un, elle est bien expliquée. C'est une tâche. Quand tu délègues une responsabilité, il est responsable des embrouilles qui vont avec et de la qualité de ce qu'il produit. C'est-à-dire que quand tu délègues quelque chose, tu ne dois pas t'attendre à avoir la même méthodologie que si tu l'avais fait toi. C'est le premier truc à comprendre. Tu délègues une responsabilité à quelqu'un, ça veut dire qu'il va gérer à sa façon. Il faut l'accepter, qu'il va gérer à sa façon, qu'il va te livrer le produit que tu as demandé, d'accord? Mais que la façon qu'il va traiter la problématique, s'il y en a une, c'est à sa façon. Et c'est là où ça intervient le problème, c'est parce que tu as mal déterminé si tu déléguais une tâche. Une tâche, c'est écoute, je veux que les trucs soient comme ça, point. S'il y a un problème, c'est moi. Donc en fait, tu as toujours un œil dessus, ou une responsabilité. Et là, c'est sensiblement différent parce que la personne, tu as une confiance en lui. Et la confiance, elle est très longue à gagner, mais très facile à perdre. Hein, très longue à gagner et très facile à perdre. Donc quand tu délègues une responsabilité à quelqu'un, il faut avoir un petit œil dessus pour être sûr qu'on est toujours dans la target, mais c'est là où il va apprendre. C'est dans ces moments-là où il apprendra parce qu'il sera seul et il doit livrer ce qu'il a demandé d'être livré. Et c'est là où tu fais en fait des monstres au niveau du travail parce que tu prouves par ta confiance, parce que lui, il sait que là, il y a un problème, il sait que toi, tu couines un peu parce qu'il est parti sur un schéma qui n'est pas le tien, mais que tu lui fais confiance. Et en créant ça, tu délègues des responsabilités et tu crées une confiance viable avec tes équipes. Donc tu Et préfères déléguer des responsabilités pour que justement tes collaborateurs... clairement, les tâches, alors, à notre niveau, sur du SaaS, les tâches, on a l'IA. Beaucoup, j'exagère un peu, là, j'ai fait un peu mon beauf, tu vois. Il y a beaucoup de tâches que tu peux Ouais, automatiser. automatiser. Mhm. Mais par contre, les tâches importantes à léguer avec une responsabilité, moi je vois dans le déménagement, j'ai rencontré des personnes, par exemple, j'étais responsable d'exploit dans le déménagement, à qui je déléguais des responsabilités, et ça en a fait des hommes. C'était des gars qui avaient un cursus, il y avait une étincelle. Ça a permis de démarrer ça en une énorme flamme. Et aujourd'hui, pour cette personne-là, pour ce discours-là, aujourd'hui, il est responsable au CERN de tout ce qui est le levage. Ok. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai juste mis de l'essence sur le feu. Tu vois la différence? C'est bonifier en fait la personne, homme ou femme. Hein. Des exemples comme ça, je peux t'en amener plusieurs. J'ai croisé mon ancien apprenti que j'avais. Aujourd'hui, il est patron d'une boîte. Ok. Tu vois? Et ça rebondit sur un des autres points sur lesquels on voulait venir. C'était sur la partie freelance. Mhm. Freelance. Donc, pourquoi aujourd'hui beaucoup de sociétés veulent recruter des freelancers, on dit comme ça? Ouais, Des les personnes en freelances. freelance qui ont leur société plutôt que d'avoir des employés. C'est pas que pour les charges patronales. C'est parce qu'en fait, c'est une forme de délégation de responsabilité. Tu as ta société, d'accord? Je te demande de faire le SEO, je t'engage. Il y Mhm. a un problème, on va se fâcher. D'accord? Tu vas traiter le truc, peut-être tu seras angoissé de la qualité que tu vas amener. Du coup, tu sais, la qualité, hein, surtout sur ce genre de SEO, c'est Ouais, ouais, ouais. jamais vraiment sûr. Si maintenant je fais appel à une société externe, on va se facturer dessus, mais je sais que tu vas te défoncer pour amener la solution. Ok. Donc, en déléguant des responsabilités, tu crées facilement des entrepreneurs qui prennent confiance en eux. Maintenant, en massacrant une personne en disant «Eh, moi, j'aurais pas fait comme ça, t'aurais dû faire comme ça, non, 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 je t'ai dit, t'as pas écouté». Et peut-être que ce qui va amener, c'est plus intelligent que ce que toi t'as fait. Hein. Bah oui, de toute C'est façon, peut-être que ce qui va amener, la façon de travailler est plus maligne que la tienne. Seulement toi, comme tu es borné et que tu as ta vision, l'autocritique est extrêmement compliquée.
J'adore cette phrase, si tout est critiquable, commence par l'autocritique. Mais amener une autocritique personnelle, surtout quand tu es manager, que tu es payé pour prendre des décisions rapides et droites, et que d'un coup, tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à faire autrement, accepter le fait qu'ils le font mieux, moi, ça En passe, fait, mais pas je chez tout le pense monde. qu'il y a beaucoup de patrons qui ont du mal justement à. Ils ont besoin de tellement processiser que du coup, ça devient invivable également pour l'employé. Et à contrario, justement, le freelance, ça permet que tu as l'obligation de lui déléguer une partie des responsabilités. C'est plus toi qui le processise dans un cycle qui n'est pas le sien. Ouais, Et je pense que bah, moi, personnellement, j'aime beaucoup les freelances, hein. J'en ai 15 autour de moi à peu près à l'heure actuelle. De 2-3 monteurs, media makers, les personnes pôle accompagnement et vente. Il y en a de partout. Alors j'adore. Ça permet de donner des responsabilités et de voir des petits talents que chaque fois ils m'envoient c'est impressionnant. mes miniatures. Quand ils m'envoient mes miniatures, je suis comme un dingue. Je me dis, pouah, il est trop fort. Non, Rien. Je lui envoie un titre, une vidéo et il me fait ma miniature. mais c'est un côté un peu cadeau de Noël parce que tu t'attends à recevoir un truc, puis toi, t'as une image, et en fait, t'arrives, puis tu te dis, on peut faire ça vraiment? Et il me dit, bah oui, oui, regarde, puis il t'apprend. Ouais. Et du coup, ça crée une cohésion de fou. Le gros avantage, c'est que t'as personne qui a atteint du syndrome de Peter. Quand même, le fameux syndrome de Peter, c'est quand alors, moi, je l'ai eu personnellement, d'accord? Ok, Ça veut dire que t'es bon dans ton secteur, on te fait monter un grade supérieur. ok. Là, t'es bon, on te fait monter un grade supérieur, là, c'est ta place, en fait. C'est là où tu aurais dû t'arrêter. Et d'un coup, on te fait monter encore un grade supérieur. Ok. Mais en fait, là, t'es plus bon du tout. Ouais, Tu vois, donc tu es au syndrome de Peter. Ça veut dire qu'en fait, on te met un poste, on satellise un poste où t'es pas bon là-dedans et tu te sens pas à l'aise dans ce secteur-là. Donc, du coup, bah, la qualité, elle se ressent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les cheffaillons. Il y a plein de terminologies, de petits chefs, tu sais, qui sont montés trop vite ou qui sont pas à leur poste. Et du coup, ça génère, c'est une gangrène pour les sociétés. C'est aussi ce qui explique le taux de turnover, de burn-out, c'est la responsabilité. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'un employé quitte un patron, rarement une société. Tu vois, quitte son supérieur direct. Mhm. Et c'est là où, en fait, tu as un manquement. Parce que la personne, bah, regarde, moi, je l'avais avec des calls. J'étais responsable d'exploitation. J'appelais des clients, je gérais. On me disait, oui, mais bon, il n'y a pas un directeur. J'étais voir mon ancien patron. Je dis, on peut faire quelque chose. Il me dit, ouais, t'es directeur maintenant. Ah bon? Oui, bonjour, Yann Jacquet, directeur. Ah, monsieur, comment allez-vous? Et c'est pas moi qui me suis amélioré là. C'est la carte de visite. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois différemment la personne. Donc, la carte de visite a une influence. Très souvent, tu as des taux de turnover qui sont liés à un mauvais. Alors, je n'aime pas le terme management parce qu'il est beaucoup trop vaste, mais simplement à une personne qui n'est pas à sa place. Et du coup, ça se ressent parce qu'il délègue mal, il donne des informations qui sont incompréhensibles. C'est ah, mais démerde-toi, j'ai pas le temps. Le j'ai pas le temps. On a tous 24 heures dans la journée. Si tu le canalises correctement, tu l'as ton temps. Qui va demander des statistiques pour comprendre, qui va manager, qui va contrôler ce qui s'est pas. Et si à un moment, tu fais que ça dans ton boulot, ça veut dire qu'on te demande d'expliquer par des rapports ce que tu as prévu de faire, ce que tu as fait, comment tu l'as fait. En fait, tu fais jamais ton boulot. Hein. Reporte ça à un maçon, ok? Tu lui expliques tout ça, le mec il a jamais fait son mur. Puis après tu lui dis pourquoi t'as pas fait ton mur? Bah, parce que j'ai fait que des rapports pour t'expliquer comment j'allais le faire et ce que j'ai fait et l'outil. Mais il est où le mur? Bah, c'est pas moi là, c'est toi qui m'as demandé de faire ce truc. Et là on est dans le schéma du chef-faillon de bas. Ouais, Et souvent on parle pas de chef-faillon, de responsable, on parle de direction dans les cadres. Et ça on en a vu. Hein. Mais donc, du coup, à l'heure actuelle, sur le marché, tu vois, depuis, du moins en cette année 2025 et fin 2024, tu vois beaucoup plus de freelance arriver massivement. Depuis le 25, j'ai rien vu. Tellement on avait la tête dans le guidon, le mois de janvier était extrême, le mois de février, il est extrême aussi. C'était vraiment sur 2024 qu'on a vu la recrudescence de ces demandes-là. Et on le voit sur les offres d'emploi parce qu'en Suisse, ils sont encore assez tatillons, on n'ose pas le dire, tu vois. Mettre des offres, on cherche quelqu'un en freelance si possible ou qui a sa société. Et, en Europe, ça a explosé. Ça a explosé. Mais c'est là où c'est intéressant parce que tu prends des personnes très câblés Mhm. qui sont experts dans leur milieu, ce qu'on appelle la zone de génie. La terminologie m'a toujours fait marrer, mais moi je vois assez la lampe là, tu vois. C'est la zone de génie, c'est-à-dire qu'il est très bon dans son domaine. Mais pourquoi travailler pour quelqu'un si tu es très bon dans ton domaine et que tu es bien entouré? Parce que, on va y venir. Donc, tu ouvres ta société et tu vends tes services pro dans ta spécialité. Mais c'est là où tu fais de l'argent. Mhm. Maintenant, il faut être très bien entouré. Parce que on a le cas, je l'ai vu avec des commerciaux par exemple. Ça, c'est très drôle. Les commerciaux qui arrivent, ils disent bah, je comprends pas, je fais signer des contrats à 40K et moi, je suis payé 5000. Et la différence, elle est pour moi. Bah, vas-y, ouvre ta boîte. Il ouvre sa boîte, il fait comment on fait pour avoir des clients? Et ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour le vendre à 40 000, il faut savoir le gérer. Donc, tu as besoin d'avoir un entourage là-dessus et de Ah bah. comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a des règles de base et un entourage. Mm. Et après, encore une fois, moi, je suis persuadé d'une phrase, c'est que pour prendre une bonne décision et rapidement, il faut un nombre impair de personnes et 3, c'est déjà trop.
Tu comprends? Ok, Donc, ok. moi, je suis persuadé de ça. Tu vois, moi, je travaille avec ma femme, on a ouvert Spartan Job à deux. On m'a dit, fais-le pas avec ta femme parce que vous allez vous. Bah, c'est quoi? C'est fantastique. Par contre, on a chacun notre corps d'activité. Et quand je dois prendre une décision, je la prends moi. Quand elle doit prendre une décision dans son domaine, elle la prend elle. Et elle a Mais raison parce que ça marche. Alors, je pense que pour les couples, du moins, moi, je vais contredire, à moitié contredire, mais donner Attention, ma vision. contredis pas ma femme. S'il Non, te plaît, il y a juste, des caméras partout là. non, non, pas du tout. Je contredirai jamais Mad, mais c'est dans la vision en fait du couple ou non. Moi, par exemple, je ne pourrais pas avoir ma femme sur mon business directement. C'est pas possible parce que deux philosophies et je suis un peu trop fibré sur une chose pour laisser d'autres personnes. Je pense que associé, je vais y avoir affaire parce que j'ai pas le choix. Si on ouvre trop d'entreprises à un moment donné, on peut pas être tout seul. Mais j'ai beaucoup du mal à avoir une autre personne parce que comme on disait sur le nombre de process. J'aime exécuter, hop, et je fais direct mon switch. Mais tu peux le faire, c'est un département que tu vas ouvrir par rapport à ça. Regarde, est-ce que tu as confiance? Parce que alors moi, en Oui. ma femme, j'ai une confiance qui est aveugle. On s'est rencontrés, on s'est connus dans des situations qui étaient compliquées. J'ai une confiance en elle absolue. Maintenant, elle vient pas impacter mon secteur, et moi, j'impacte pas le sien. Parce que chaque fois que je donne mon avis, déjà, j'ai tort. On va pas se mentir, déjà, j'ai tort. Parce qu'on l'a vu avec les plaquettes, tu sais, la direction artistique de Spartan. Ok. Elle me disait, tu préfères A, B, C ou D? Je disais, B. Ouais, t'es sûr qu'à chaque fois que je mettais la B, c'était celle qui déconnait le plus. Donc, elle gère parfaitement son secteur. Mais quand on a des décisions stratégiques sur la boîte, on se parle, mais on se parle pas comme un couple. Là, c'est chaud. Là, faut arriver à faire le truc. On se parle pas comme un couple en disant, ma chérie, qu'est-ce que c'est, hein? On se parle comme deux patrons. D'accord? Dès qu'on a fini la discussion de patron, on reprend les postes. Non, mais là où je voulais en venir, du moins après, en fait, je suis parti sur les associés où ça, c'est ma manière de voir. Mais avec madame, par exemple, madame ne voudra jamais travailler avec moi. Juste parce qu'elle me voit déjà trop travailler 90 heures, elle voudra jamais venir faire la même chose. Et moi, je la vois pas forcément non plus dans ce business. Ce que je voulais en fait mettre comme biais, c'est je pense que ça peut être une très très bonne chose, comme une chose très très nocive. Ça dépend du couple et ça dépend des personnalités. Si c'est cadré comme toi, ça peut aller très loin et être très bien. Si c'est comme moi, sachant qu'elle elle a sa vision, son train de vie, elle c'est CDI, fixe, les heures pointées, etc. Je mets de l'épargne tous les mois de côté. Moi, je fais all-in dans tous mes projets. Là, j'ai gagné 3 sous, du moins, j'ai gagné plutôt bien ma vie. J'ai pris les 100% de mon truc, j'ai tout renvoyé, j'ai gardé 2000 balles pour vivre. Donc, moi, je suis assez à contrario. Et donc, nous, par exemple, je sais, elle comme moi, on se dit, on pourrait pas se retrouver sur le même business en même temps et encore moins double direction. Si c'est une employée, ça serait une autre chose, parce qu'elle serait, je la recadrerais comme une employée lambda. Essaye de faire ça. De quoi? D'avoir ta femme en employé et puis de la recadrer dans le cadre du boulot, tu vas voir comme la graffeuse, tu la prends. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'avec, suivant les caractères, du moins suivant les couples, Ouais, c'est ça. il y aurait plus de facilité dans mon couple à l'avoir en tant que demain assistante administrative et qu'elle ait des tâches spécifiques et des horaires spécifiques que l'avoir en tant qu'associée et coordinatrice. Bon, Et même elle, elle préférait, je pense. il y a quelque chose qui me rassure, c'est qu'on n'a déjà pas la même femme. D'accord, c'est déjà assez intéressant. Parce que moi, c'est droit à l'inverse. C'est elle qui a le côté entrepreneuriat, elle est à bloc, elle a le côté artistique, développement. Alors que c'est plutôt moi qui vais être trop dans la stratégie, tu sais, la déformation professionnelle, tu vois. Est-ce qu'on prend un risque vraiment? Quel est le taux? Elle fait, ah, vas-y, on y va. Tu vois, toi, t'as Ok, plus ce ok, côté-là, en ok, fait, ok, tu vois, ok. et c'est droit à l'inverse, en fait. Non, mais c'est intéressant Et d'en parler, c'est une justement. fusion qui est... c'est un pari gagnant, en fait. Bon, on le savait dès le départ. Maintenant, ouvrir la boîte avec un pote, mais jamais de la vie. Tu perds ta boîte et ton pote. Donc, franchement, Ouais, avec les potes, je pense. Avec les amis, je pense que c'est compliqué. Après, malheureusement, dans le schéma que, par exemple, moi, je vis, je sais que j'ai beaucoup d'entreprises à créer et je pourrais pas les créer à chaque fois seul. Donc, l'associé, je pense que je vais prendre ce risque un jour pour voir, mais pas un pote, une personne qui a des skills que je n'ai pas. c'est pas la même chose. Ah ouais, mais un pote, compliqué, hein. Moi, je l'ai vu, hein. Tous ceux qui ont ouvert des boîtes avec leurs potes, ils ont perdu vraiment, hein. Le pote et la boîte. J'ai déjà entendu des coups comme Et ça. ça se termine comme un, comme un vieux couple qui divorce salement, en fait, hein, tu vois. Ça Ouais, va très loin, hein. c'est là où c'est dommage à la fin. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas mélanger dans ce cas-là. Non, il faut avoir des relations commerciales et basta. Et moi, je le vois assez comme ça aussi. Oui, et puis ça marche mieux quand on te racoule des affaires. Ah bah tiens, lui, ce client, il pourra avoir besoin de toi. Mais il n'y a pas de jonction, mais plutôt des transferts de personnes qui peuvent être intéressants et de contacts. Ou sur un mode freelancing. Tu prends des potes qui sont des amis, qui sont ultra câblés dans leur secteur. Là, tu as des discussions, comme on a un peu maintenant. Tu as des discussions de tous les côtés, tu donnes des coups de main, tu peux donner des conseils, du réseautage. Mhm. Là, c'est hyper intéressant parce que tu level up tout le monde en même temps. Ouais, ça, c'est Mais pas il faut mal. le même mindset. Celui qui se fait fifage qu'à 4 h du mat parce qu'il s'est dit non, mais je suis entrepreneur. Le terme entrepreneur, je trouve fantastique ça. Tout le monde est entrepreneur parce que hey, tu remplis une feuille, tu mets ton nom, ton prénom, tu as une boîte, hein.
Est-ce que ça te fait toi un entrepreneur? Non. Donc, par exemple, moi, j'aime pas quand on me considère en tant qu'entrepreneur parce que je le suis pas. J'ai 42 ans. J'ai ma société. Si maintenant j'étais entrepreneur, j'aurais commencé à 15 ans, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ou à Alors, 20 ans. quelle est ta bah, du coup, c'est bien parce que ça me fait rebondir sur la chose, parce qu'au moins on peut partager. Quelle est ta signification d'un entrepreneur? Comment moi je le vois, j'idolâtre un petit peu ça par rapport. Encore une fois, j'ai ma source de ce que moi j'ai comme information Non, non, bien moi-même. sûr. Là, c'est vraiment de partager deux points de vue, et puis les auditeurs pourront partager en commentaire, mais voir la définition que toi tu y accordes, la définition que j'y accorde, et il n'y a Mm. aucune partie qui aura raison. Non, non, bien sûr. Pour moi, la partie entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions rapidement, qui investit, qui prend énormément de risques et qui fait ça jeune. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Le mindset. Je pense que tu peux avoir un facteur déclencheur. On a vu des personnes qui déclenchent ça à 50 ans et d'un coup cassent le marché. Mais moi, je suis trop peureux sur les marchés pour faire ça. C'est parce que, encore une fois, des idées de développement de société, j'en ai eu plein. Je Ouais, les ai jamais faites. ok. D'accord? Et d'un coup, je vais au salon de l'invention et je vois des trucs, je dis, putain, je ressors, tu sais, je dis, mais t'as vu, chouchou, c'est moi qui j'avais eu l'idée. Elle me dit, ah voilà, une fois, deux fois, trois fois. Je dis, bon, bah ok, là, elle m'a dit, écoute, maintenant, c'est bon, on lance, on y va, mais on met nos forces au même niveau. Donc, pour revenir sur la partie entrepreneur, pour moi, je le vois assez, des types qu'on peut avoir sur Elon Musk. Là, on est dans l'entrepreneuriat. Lui, à son niveau, ok? Au haut niveau, en fait. Ouais, Y a pas plus non, haut. mais c'est justement là, c'est ta vision que je veux. Et des personnes qui vont ouvrir 3-4 sociétés, qui ont cette philosophie de se dire, OK, on va faire des EPO, on va faire des montages financiers, on va se facturer, on va mettre une société à crédit, on va jouer le truc, qui va investir sur du crédit. Moi, je dois 20 francs à quelqu'un, je suis pas bien, hein. Tu vois, donc j'ai pas cette mentalité-là. Moi, Yann, maintenant, ouais, c'est un peu une question sur laquelle j'ai pas franchement de réponse. Je me suis jamais trop posé la question, mais je me considère pas comme entrepreneur, je me considère comme patron de ma boîte. Et moi, Moi, ça. personnellement. Ouais, non, mais c'est pour ça que justement, bah, je voulais ta signification, parce que moi, je me considère comme un entrepreneur. Pourtant, je pense pas avoir plus gros, plus petit, mais on s'en fout. Mais parce que bah, déjà, je veux plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité, notamment de par les assurances, toutes ces choses-là font que je vais en ouvrir plus d'une. Des entreprises, j'en ai déjà une, bien sûr, hein, bien évidemment. Et je fais all-in. En fait, pour moi, être entrepreneur, c'est pour ça que je me considère comme entrepreneur. C'est pas le niveau d'excellence qu'on a réussi à atteindre, parce que ça, il y a le talent, il y a le travail, mais c'est plutôt à quel point tu es investi et animé par ton projet. Au jour d'aujourd'hui, le frontalier m'a coûté, à l'époque où je les avais pas, maintenant je suis arrivé à avoir plus que ce que j'ai dépensé, mais m'a coûté presque 20 000 euros de dette à la création. Et malgré le fait que j'avais pas de sous, je m'endettais quand même. J'ai balancé tout all-in. Ça m'est arrivé de genre ma mère qui doit m'offrir un cadeau de Noël, je le prends, je prends l'argent, je paye les closers avec, et au final, 2 mois plus tard, je me rachète ce vrai cadeau. Donc en fait, je considère que peu importe ce que j'ai autour de moi, je ferai tout pour mon entreprise parce que c'est le seul but de ma vie, peu importe les moyens financiers, quitte à me mettre en... Bah, là, par exemple, j'ai fait des beaux mois à 10K comme j'ai pu en parler sur une vidéo. J'ai gardé 2, j'en ai balancé 8 dans mon entreprise. Donc ça, pour moi, c'est être entrepreneur parce que je récupère pas les fruits, je réinvestis all-in à chaque fois. Alors, ça, pour moi, c'est logique. Comment moi je le vois, de réinvestir dans la structure, parce qu'en fait, tu fais pas forcément un gros salaire, mais par contre, tu fais grossir ta société. Mais Maintenant, c'est c'est ça le fait l'entre. de le mettre au pluriel. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'aimerais avoir 12 sociétés? Est-ce que c'est mon kiff? Est-ce que c'est ça qui Ok. m'excite? D'avoir 12 sociétés ou d'en avoir une, de développer une ou deux? On est d'accord? C'est toujours intéressant d'avoir une deuxième. Là, plus j'avance, plus je me dis qu'il en faut rapidement une deuxième. Donc, tu vois, peut-être que tu commences à choper, Ok. à choper la maladie, en fait, du truc. Peut-être, tu sais, le goût des 50 ans, là, il me reste encore 8 ans, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, moi, je focus sur un plan A. J'ai rarement des plans B. Par contre, j'ai un plan A et j'y tiens et j'y lâche pas. Et je fais Ok. plein de plans A. Bizarre, hein? Mais je focus vraiment comme ça. Et réinvestir dans la société, évidemment, on parle de Spartan Job au niveau des coûts, ce que tu m'as expliqué, le montant que tu as donné. On est beaucoup plus que ça sur Spartan Job au Mhm. niveau de l'investissement. Mais Alors, c'était juste l'endettement. oui, d'accord. Mais C'est tout. on investit là-dessus. Maintenant, moi, j'ai pas la fibre financial. Tu vois ce que je veux dire? De se dire, OK, je développe, j'achète dans l'immobilier, de la crypto. La crypto, j'ai essayé avec un pote, hein. On m'a pris 400 balles, j'ai Ah, perdu 400 balles. J'ai assez ça, son truc, ça a l'air bien, hein. Pourtant, il était bien emballé dans son truc. Bon, quand je vois qu'il y en a qui ont tapé des chiffres, là, moi, je mets bon, je me dis que lui est nul et moi aussi. crypto, j'ai fait plus de 100% sur le BTC. Je l'ai pris à 21, je suis sorti à 60. Là, je rentre un petit peu, mais pour le prochain halving. Moi, je mets des investissements boursiers. J'ai pas mal de Nasdaq. J'ai de la prévoyance aussi. T'es d'accord que là, j'ai pas compris un mot de ce que tu as dit. Nasdaq, si. Non, mais toute la phrase. Ah ouais. Quand j'ai écouté, j'ai fait, mais ça me parle pas, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, tiens, est-ce que je veux taper vraiment un lexique pour reperdre des sous, tu vois? Il y a des gens qui font de l'argent, c'est bien. Moi, je Non, fais mais plus faut sur ce que faut je être connais. sécure.
Alors, je suis Sur la quelqu'un de crypto. très, bah, j'ai que du BTC, Mais du tu peux me Bitcoin. dire du NV40, Bitcoin, ND37. j'ai que du Bitcoin. Ah, Quand je dis BTC, c'est Bitcoin. J'ai que du Bitcoin, je joue pas sur les autres shitcoins, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Je suis très conservateur comme personne, donc il y a que quand je crois en quelque chose que je commence à investir parce que derrière, j'ai une logique qui me dit là, je peux parce que mon risque est de temps et mon gain est de temps. Donc, est-ce que le risque vaut le gain? Notamment quand je dis Nasdaq, c'est 100 entreprises les plus cotées au monde, c'est l'ETF. Ça, je mets parce que pour moi, j'ai une conviction, je connais leur annualisation des intérêts annuels. Il y en a plein dans mon audience qui doivent connaître. Et du coup, là, je sais que j'investis. Et peu importe ce que j'ai, je reprends cet argent-là, je vais m'en servir pour ouvrir un cabinet, pour ouvrir une boîte là, pour ouvrir, mm. pour créer mon livre. Et je veux que tout mon argent parte là-dedans. Et je garderai toujours un petit peu. Après, moi, pour moi, c'est là où je distingue, c'est que l'entrepreneur garde peu pour lui, réinvestit énormément. La personne qui a une entreprise, que je dirais qui n'est pas la fibre entrepreneuriale, c'est elle a dès sa première entreprise, elle va rentrer 10, elle va en mettre 2 dans son entreprise, elle en garde 8. Mhm. Mais tu vois, l'explication que tu as sur le Bitcoin, là, où tu m'as complètement perdu. Ouais, franchement, hein, je dis oui, oui, ça a l'air bien. Moi, j'y connais pas assez là-dessus. Et encore une fois, comme je te disais, moi, je suis anxieux des choses que je maîtrise pas. J'ai besoin Ok. d'avoir une compréhension de ce que je fais. Et pour moi, dans mon petit cerveau à moi, hein, qui tourne comme il veut tourner, c'est le casino. Casino, même chose. J'étais une fois dans ma vie, j'ai mis Ça, 100 j'y balles vais dans pas la par machine, contre. j'ai pas compris que j'ai appuyé 5 fois, j'ai perdu les 100 balles. Alors bon, ça va, le coca était gratuit, mais passer 6 litres de coca, je me suis dit, je m'en fous, je rentabilise. Je suis ressorti gonflé, tu vois. Mais, mais du coup, je connais pas assez. Et puis franchement, il y a tellement de trucs à faire dans le milieu que je connais que j'ai pas envie de rentrer là-dessus. Mais je comprends qu'on peut avoir une passion. En tout cas, je vois des gens qui ont l'air vachement passionnés. Ah, moi, j'aime tout ce qui est investissement, j'adore et j'investis. Tout ce qui est entrepreneuriat, j'adore. Et par exemple, notamment quand tu disais avoir plusieurs entreprises, alors j'en ai une qui était le frontalier, c'est Jordan Gerbon en Switch, parce que de part, j'aime trop la Suisse pour me faire un affront avec un titre, ça me plaît pas, c'est pas mon position. Tu veux enlever le terme frontalier? Je l'ai enlevé, je l'ai Ah déjà ouais? enlevé. Je l'ai déjà enlevé, le frontalier sur LinkedIn, c'est déjà sauté. Il me reste quelques noms de domaines que je, Pourquoi? Ah, ça m'intéresse. Alors là, ça m'intéresse. On ouvre un petit simplement, débat. simplement du fait, en termes d'expertise, déjà, j'apprends aux résidents suisses, hein. Il y en a beaucoup qui suivent mon contenu. Moi-même, j'ai un discours plutôt pro-suisse parce que je veux habiter en Suisse sur le territoire. C'est juste que c'est une valeur financière qui me le permettra ou pas à un certain stade. Et parce que dans mon réseau, on m'a déjà dit plusieurs fois, bah, frontalier, c'est dommage, on ne peut pas passer sur la chaîne. J'ai des amis à l'Université de Genève, j'en ai d'autres à choses. Et C'est ça vrai. va me bloquer de l'engagement avec des partenaires, avec des personnes, simplement parce que un titre reste un affront. Je suis toujours coach emploi, je suis toujours conseiller financier diplômé AFA et enregistré aux autorités financières, mais je n'ai pas besoin d'avoir un titre comme ça sur ce positionnement. C'était un bon choix, stratégie SEO au début pour la création. Maintenant, j'ai un discours trop pro-suisse et trop intégration pour rester positionné et camper sur une position qui ne m'est pas bénéfique, on va Ouais, dire, dans c'est mon contenu. Moi, comme j'ai dit dans la vidéo, je raconte ce changement. Je dis que si des Suisses utilisent mon contenu pour rechercher un emploi ou pour les assurances, du moins tout ce que j'ai pu apprendre, eh bien, j'en serai que d'autant plus gratifié parce que ça veut dire que j'atteins une certaine excellence où même eux ont besoin de mon contenu ou mon contenu va les aider à leur intégration. Mon but, c'est d'atteindre l'expertise en excellence et non juste le lifestyle Mm. en cible. Ben, c'est une stratégie intelligente, hein, parce que c'est vrai que c'est une terminologie frontalier qui peut être très mal vue, autant bien vue d'un côté frontalier et pour le référencement SEO, mais très très mal vue pour À le côté business en Suisse. partenaire, bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout de ses choix. Tu vois, ben, nous on l'a vu sur Spartan. Tu vois, la boîte s'appelle Spartan Job comme les Spartes. On a changé Mhm. toute la direction artistique pour mettre, je sais pas si tu as vu les dernières photos où on joue le rôle du Sparte à Oui, si. plein pot, on met des casques à chaque fois, on a mis une DA pour aller jusqu'au bout de ce système. Mais c'est vrai que sur le site Spartan Job, il n'y a pas de terminologie frontalière. Mm. On ne veut pas. C'est une boîte suisse Oui. pour l'employabilité et les employeurs suisses, pour les personnes qui postulent en Suisse, et le terme frontalier n'a pas sa place là-dedans. Non, après, moi, ce terme a été défini simplement du fait que c'est le chemin que j'ai pris moi-même. Oui. J'ai pris ce chemin, je suis venu ici, mais au final, maintenant, j'ai une entreprise en Suisse, j'ai prévu d'en avoir une deuxième en Suisse, je dépense, hormis les deux, trois trucs que j'achète en France, notamment mes courses, l'essence, je peux même pas le dire, j'achète en Suisse. Donc, au final,
la plupart de mes dépenses sont en CHF. Là, on le voit bien, hein, je suis passé au compte pro en Suisse. Bah, du coup, mon compte perso français, il a plus de dépenses. Tout part du compte pro. C'est ça. Et Il puis y a plus rien. ça part vite, hein, Ouais, ouais, en ouais. Suisse. Hein. T'as vu les Ça, pizzas à 25 balles, ça va vite. ça part beaucoup plus vite, mais je pense qu'au moment où on peut se le permettre, c'est un confort qu'on peut prendre. On a des produits de bonne qualité. J'adore notamment que j'utilisais les pains à bagna, je mange au resto en Suisse souvent. Mais par contre, il faut pouvoir se le permettre. En fait, c'était vraiment le pouvoir se le permettre. Pour moi, dès qu'on est rentré dans la tranche 6-8 000, bah, il faut venir en Suisse parce que là, on a la qualité de vie, la sécurité, du moins tous les avantages de ce pays. Après, mais je crée de la richesse sur le territoire, je paye mes impôts sur le territoire également. Il n'y a que la partie logement pour l'instant qui n'est pas pris et encore que ça pourrait changer d'ici les trois prochains mois déjà. Et je te rejoins vraiment là-dessus. Nous, on fait vraiment attention aussi à ça. On va de temps en temps, faut faire 2-3 courses en France. Moi, c'est pour la bureautique. Parce que j'aime bien, c'est des tocs que j'ai, si tu veux, avec des stylos, des blocs papier que j'aime bien. J'ai pris l'habitude de travailler avec les trucs chez Action, là. Je vais chercher ça, mais c'est vrai que les courses alimentaires, on les fait vraiment en Suisse. Vraiment, surtout que tu vois, avec le temps de travail qu'on a entre ma femme et moi et les 2 enfants, on a 2 petites avec qui on passe beaucoup de temps parce qu'on a ouvert la boîte pour passer du temps pour notre famille et nos enfants. Moi, je savais pas qu'on pouvait aimer des humains à ce point-là, moi. Donc, non, mais je suis comme un dingue avec mes 2 filles. Et ben, on exagère même un peu parce qu'on se les fait livrer les courses. Tu payes 10 balles 10 francs de plus. Ouais, Les courses arrivent, ça sonne à la porte, tu donnes 5 francs au gars, tu as les sacs, j'ai même plus besoin de faire les courses. Donc non, je crois que c'est 16 francs, je crois. Mais 16 francs, quand t'es patron, travailler avec ta femme, d'aller faire les courses, mettre les gamines, le machin, d'aller à la COP, de remplir les sacs, de tout charger, hein, bah, ce temps-là, en fait, je le fais. Cette différence, je le fais là. Ouais. Où je le consacre avec mes équipes. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est comme ça. C'est quelle est la valeur de ton temps? Est-ce que ça vaut le coup d'aller en perdre pour ça, pour aller faire tes courses, si c'est pas quelque chose que tu apprécies? Moi, je sais que par exemple, aller aux courses, c'est quelque chose que j'aime me balader dans mon petit magasin de courses et faire mes d'autres. Non, mais moi, je suis trop au téléphone. Je sais dans les magasins où je vais où il n'y a pas de réseau. Parce que Ouais, le téléphone, ça par contre, c'est horrible. le téléphone sonne tout le temps. Et en fait, je dois coder les conversations parce qu'on parle de clients et jamais je donne des noms de clients au téléphone. Donc l'autre, il comprend rien ce que je lui dis, tu vois. Tu as l'impression de parler en Delta Tango Charlie. Donc, c'est insupportable. Puis après, derrière, une fois que tu as fini un téléphone, bah, il y a des choses à faire. On m'appelle jamais pour me dire ça va. Ouais. C'est parce qu'il y a des trucs à faire. Donc derrière, je vais pas aller faire les courses avec mon PC. Là, je l'ai eu cet été, là, quand je rigolais avec ça parce qu'on était au bord du lac avec les petites. Tu sais, on aime bien aller là-bas. Laisse tomber, moi je faisais mes réunions, j'étais en chemise, en maillot de bain, avec le fond d'écran, là, comme si j'étais au bureau, parce que j'étais en vacances avec les gamines, quoi. Et mon ordinateur, bah, t'as vu, il est là. Hein. Je suis obligé de le prendre. Il y a un téléphone qui sonne, il y a une urgence, il y a un truc, il me faut le PC. J'ai le même problème. J'ai même acheté un iPad, mais je suis obligé du coup de me trimballer comme aujourd'hui avec l'iPad et le PC parce que l'iPad me permet pas de faire ce que permet mon PC. Donc là, je suis parti au 30 ans de mon cousin hier, juste le week-end. J'ai pris mon ordinateur et mon iPad avec moi. Et le lendemain de son anniversaire, j'étais sur l'ordinateur en train de régler des problèmes avec des rendez-vous du monde. On a eu des problèmes avec notre CRM et trucs. Là, ça compte comme urgence. Là, t'as besoin du PC. Ouais, là. Là, j'avais pas le choix. Et là, t'es bloqué. Il y a eu des problèmes de rendez-vous et tout. Donc là, t'es sur HubSpot? Non, je suis sur GoHighLevel. Okay. GoHighLevel, parce que j'ai un bon tracking des rendez-vous qui sont suivis. J'ai les notes du pôle accompagnement, du pôle fiscalité, pour voir comment ils accompagnent mes clients, comment ça se passe, En fait, ça me permet de centraliser la totalité de mon entreprise. C'est pas fini encore dedans, mais la totalité. Et par la suite, ça me permettra également de supprimer Calendly, parce que là, Calendly, je suis monté à plus de 120 € par mois, parce que bah, du coup, on est 5 dessus ou 6 dessus. Et oui, et ça monte à 20 € par personne. Ouais, mais 20 € par personne, si ça arrive à simplifier la vie. Moi, je sais que j'ai pas mal de connaissances qui l'utilisent. GoHighLevel permet la même chose, mais tout sur ma centralisation, mon site internet, tout centralisé. C'est juste qu'il y a un côté Calendly, UI, UX, expérience utilisateur magnifique. C'est trop simple d'utilisation, j'adore. Automatisation des rendez-vous suivants, nanana. Incroyable. GoHighLevel, c'est UI, UX explosé. Donc, il faut limite être dev pour comprendre le logiciel. Par contre, si tu le comprends, tu peux tout faire. Il n'y a aucune chose qui n'est pas faisable avec ce logiciel. Là, moi, les API sont connectables sur le logiciel. J'ai un problème avec ça, de devoir changer de logiciel, de rapprendre un logiciel, de transférer les datas pendant que la boîte elle tourne, de gérer le truc. Une fois que tu as compris, tu dois former. Ça fait 6 mois que je suis sur mon changement système GoHighLevel. Tu me fais encore plus angoisser que ce que je pensais. Parce que je te vois pas. Nous, on doit changer le CRM aussi. C'est compliqué. Mais non, mais je botte en touche. Tu sais, le bottage en touche, je le fais. Là, j'accorde. C'est de la procrastination pure. J'ai eu 8 demain. Demain, on verra. Et je sais que je vais devoir y passer. Et je ne veux vraiment pas me louper. Hein. Ça fait 6 mois que j'ai GoHighLevel et System.io qui tournent en même temps, plus Calendly, parce que je fais, mais je le fais au compte-gouttes, parce que mes clients avant,
Donc au final, le transfert, je paye les 3 parce que j'ai pas le temps en fait de transférer assez vite. Non, mais là, il faut que je le fasse assez rapidement. Mais Go Mais High faut que Level, je trouve- très faut que je bon trouve l'énergie, logiciel, faut que je mais trouve l'énergie. faut des gens calés en informatique pour maîtriser le logiciel, mais il permet la totalité. Ok. Donc en tout cas aux entrepreneurs qui montent, suivi des leads, acquisition, c'est les notes, on peut retracer un petit peu. La semaine, tu fais le week-end, hop, je regarde un petit peu qu'est-ce qui a été fait, les rendez-vous, est-ce qu'ils ont été effectués, non. Ça me permet de pouvoir savoir qui fait une connerie dans ma boîte et pouvoir me retourner contre la personne concernée et pouvoir toujours délivrer plus en qualité. Bon, c'est Et un bon coup de pub là que tu leur as fait là du coup. de quoi? Pour Go High Level? Ouais, là, du coup, oui, mais Ouais. ils m'ont vendu. Du moins, moi, j'ai été convaincu, même si c'est un enfer à maîtriser. Mais pour repartir un petit peu, donc juste sur la dernière petite phase à entrepreneuriat, quand on disait créer plusieurs entreprises, moi, ma vision, donc, parce que je disais le frontalier, ça a sauté, mais j'ai Jordan Gerbon, coach emploi et conseiller financier. Après, j'aurai une entreprise 1, donc qui va être dans la finance, une entreprise 2, une agence d'intérim, parce que ça fait partie de mes projets, une entreprise 3, l'immobilier. Mais en soi, c'est toujours la même personne qui va avoir une entreprise, une deuxième, du moins, qui reste dans la même thématique. Un peu à la. Alors, on dit qu'Elon Musk il a fait ça, mais j'ai jamais trop le schéma qu'il a fait. Mais en gros, chacune des entreprises doit avoir des skills pour. Il y a Lulu Ronce de Noyer d'ailleurs qui fait ça aussi. Chaque entreprise aide la suivante. Genre, par exemple, je suis créateur de contenu, je vais créer une boîte de production. Parce que cette boîte de production, je vais la rentrer dans mes charges. Et après, on joue avec le statut holding et les montages fiscaux. Ça, c'est, on va dire, le rêve absolu final. Mais j'en ai pour encore 15 ans. Là, tu vois, on n'a pas le même rêve absolu final. C'est pour ça que je te parlais des entrepreneurs. Voilà, c'était pour comprendre un petit peu, parce que chacun a sa définition même Exact. de l'entrepreneur. Est-ce que vous êtes combien à travailler chez Spartan? Beaucoup en freelance aussi. On a Ouais. 6 ingénieurs, 2 experts en IA, une chef de projet au féminin. Parce que pour les chefs de projet, moi, je préfère avoir des femmes. Ça Ok. gère beaucoup mieux. C'est une faculté Ouais, qu'on n'a pas de toute forcément. façon, il y a des compétences, malheureusement, où les femmes Euh, en sont meilleures que les trois, hommes, hein. Et pareil pour l'autre. 3 personnes à la vente et 2 personnes au CM. Ok, ok. Donc oui, ça Et puis commence là, à on va faire. rentrer maintenant 3 autres personnes pour le référencement SEO. Et peut-être encore une autre personne au niveau community management, parce Community qu'ils manager. s'éclatent en fait avec ça. Il faut vraiment qu'on puisse envoyer encore vraiment Ouais, moi, plus. je suis pas mal aussi pour choper une community manager là. D'ailleurs, s'il y en a une dans la communauté qui est douée et qui est en freelance, ça peut être intéressant. Et il y a aussi Yann qui pourrait être intéressé aussi. Alors attends, j'en profitais parce que tant qu'on va être- t'inquiète pas. Nous, on recherche des vendeurs en freelance qui ont une expérience dans le recrutement, une solide expérience dans le recrutement pour pouvoir promouvoir Spartan Job sur les clients suisses. Ok. Et pourquoi je prends recrutement, j'insiste? Parce que j'ai pris au début les meilleurs vendeurs. Ceux qui vendent des AC130, des chaussures orthopédiques, Le problème, ils ne vendaient pas Spartan Job. Et ça m'a fait du dégât. Parce qu'il va parler avec des DRH qui connaissent le recrutement. Donc je veux des personnes du recrutement. Je peux les former sur le système. S'il vient du recrutement, le système Spartan, il est formé en 7 minutes. Donc Et derrière, des gens qui sont dans le recrutement et qui ont un petit con- attrait pour le commercial du coup. exactement. En fait, c'est très simple à vendre, en fait, Spartan Job, parce que tu amènes des solutions à une personne qui est dans la souffrance. C'est comme ça, je reprends les Ok. terminologies vente. Mais tu as identifié la souffrance, c'est Ouais, le simple. besoin. On a le besoin, on amène de la solution par rapport à ça. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est du partenariat avec ces personnes et avoir des vendeurs. Donc, j'ai pas de setter et de closer, moi. C'est des closers. Basta. Ils gèrent de A à Z et c'est l'unique point de contact avec le client. Et qui connaissent le métier par cœur pour pouvoir. T'as déjà essayé les setters? Ouais, Quelle était ton expérience? moins 10 000 balles. Ok, d'accord. Non, mais, J'en ai eu il y a pas non, mais longtemps. Pas bonne expérience non plus. 10 000 balles. Tu Ah. veux qu'on en parle de ça maintenant? J'ai perdu 10 000 balles et de la crédibilité sur certains clients qui ont été contactés par des gens. Le problème, c'est qu'ils ont délégué les contrats. Donc, tu fais appel à un setter, puis lui, en fait, c'est un autre qui est un autre, puis un autre. Et en fait, c'est nul. Mm. Pour nous, ça n'a pas marché du tout. Et franchement, alors peut-être qu'il y a des boîtes pour qui ça fonctionne. Très bien. Moi, là, j'en veux plus du tout. Hein. Moi, je sais que j'en ai pris et les retours, c'est que les closers n'étaient pas contents parce que le but, c'était de ramener des clients qui soient de meilleure qualité aux personnes qui s'occupent de la vente et du closing. Et après, que je récupère aussi, moi, le but, c'est d'avoir des beaux profils. Parce que le mec qui soit non ressortissant européen, j'ai déjà mis un filtre pour que ça soit sûr qu'il n'y ait pas de prestations à ce type de profil. Parce que je peux rien pour eux. Du moins, moi, j'y arrive pas en tout cas. Donc, si j'ai pas les compétences, je vais pas prendre une prestation juste pour prendre du fric. C'est compliqué. Nous, on a beaucoup de candidatures qui viennent de l'Afrique. Mhm. J'ai dit trop de fois beaucoup dans ma phrase. Là. C'est parce que j'ai un retour avec un client. Et c'est très compliqué pour eux parce qu'en fait, il n'y aura quasiment pas de poste. À moins d'être dans la tech, encore une fois, parce qu'il y a les meilleures écoles sur l'Algérie, la Tunisie, au niveau IT. Là, ça peut valoir le coup. Mais quelqu'un qui n'est pas qualifié,
En Afrique, il faut même pas essayer de postuler en fait. Non, faut pas essayer, ou après, sinon, il faut venir en France en premier, passer Il y a, 10 ans, prendre la il y a d'autres cadres. nationalité. Tu viens habiter en France, tu vas chercher en frontière, là, toute la partie frontalière, ils n'arrivent Elle- pas à recruter. Donc tu Là, il trouves y un a des beaux boulot là. salaires, hein. Oups. Moi, j'ai une de mes candidates là. Alors, ça, c'est l'anecdote. C'est pas un avantage ou un inconvénient, mais j'ai une candidate qui a pris un accompagnement frontalier, parce que moi, tu sais, je les accompagne sur 3 mois avec la formation en ligne, tous les aspects et toutes les prestations fiscales qui sont compris dedans. Dans cet accompagnement, cette personne en a mis une stratégie sur LinkedIn en place. La personne a été démarchée par une entreprise française. Du coup, elle m'a dit non, mais en fait, maintenant, je vais me servir de la fiscalité de l'investissement, du moins ce que tu peux m'apprendre dans d'autres billets, mais je veux plus travailler en Suisse parce que l'opportunité que j'ai eue en France, en zone frontalière, est bien au-dessus de ce que j'aurais voulu de base. Donc, Bah, c'est très bien. Bah, ça, il y a un facteur coup de chance aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça recrute en fait beaucoup sur la région frontalière. Maintenant, il faut voir qu'on a des reconversions à faire en Suisse pour certains postes. Donc, tu as des personnes qui ont bac plus 5 dans un métier qui ne peuvent pas pratiquer ici, du coup arrivent en Suisse et finissent caissière. mhm. Et ça, c'est un problème pour le cerveau, parce que quand tu es habitué à travailler, tu as fait toutes ces études, tu as monté pour sombrer, en fait, tu viens que pour les 3000 ou 4000, je sais pas combien ils touchent ici, et tu es caissière. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres à la maison? Tu te dis, pourquoi j'ai fait ce choix-là, quoi? Et en fait, tu t'éclates pas dans ton boulot à ce Ouais, mais moment-là. après, je pense qu'il faut être en mesure, quand on arrive sur un nouveau territoire, de repartir sur les bases et d'évoluer. Du moins, après, alors, sinon, Ouais, ouais, mais sinon, il faut rester. Du moins, demain, je suis cadre. Je sais qu'en venant en Suisse, mais il faut en avoir conscience et le conscientiser. Je sais qu'en venant en Suisse, je vais retourner au bas de l'échelle pour la regravir. Maintenant, est-ce que je suis prêt à le faire? oui, mais tu étais au courant. Là, on Ouais, parle de personnes qui arrivent parce qu'elles ont vu de mais l'information sur TikTok, elles elles sont sont pas pas informées. oui, mais elles sont pas informées. Et elles se disent, ah bah oui, tiens, on peut faire 30 000 francs, 10 000 francs, tiens, je veux faire ça. Et non, 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 en fait, ça va pas se passer parce que ton diplôme n'est pas valable. Il faut Ouais, faire des reconversions oui, ou auprès du quasiment, CFRI, du moins, ou quasiment tout recommencer. oui, certains diplômes, il faut recommencer, ou sinon c'est les reconnaissances. Ah, Excuse-moi. donc du coup, pour finir un petit peu cette interview, est-ce que tu aurais des conseils à nos amis résidents, à nos amis frontaliers qui cherchent du travail sur le territoire et qui veulent savoir un petit peu plus? Est-ce que tu as un petit peu des conseils, des actus pour finir cette interview en beauté? Alors moi, ce que je peux vraiment conseiller pour ceux qui cherchent un emploi, qui sont vraiment dans la recherche, c'est d'utiliser la nouvelle technologie, les techniques qu'on a aujourd'hui pour faire des bons dossiers, changer un maximum ses CV, l'adapter aux offres d'emploi, vraiment, et performer. Ça veut dire se poser des questions, faire de la statistique, dire combien j'ai envoyé de CV comme ça, combien j'ai eu de retours. Et il y a aussi une autre statistique qu'il faut prendre en compte, c'est l'activité économique. On a vu sur le SECO qu'il y avait moins 28 et quelques pourcents d'activité en 2024 versus 2023, qui n'était déjà pas hyper glorieux 2023. Ok. Donc ça explique pourquoi. Il faut comprendre ce que c'est les obligations d'annonce ORP. Pourquoi les chômeurs suisses ont la priorité sur certains postes. Il y a une multitude de choses Chômeur suisse et frontalier. ouais, oui, à comprendre là-dessus avant de se mettre en emploi. Derrière, il faut comprendre les zones géographiques. Nos 26 cantons, comment ça fonctionne. Pourquoi, si tu es très performant dans ton domaine, tu es doué, tu es bon, ton CV le prouve et tu as une expérience, et que tu vois que sur Genève, sur le même poste, il y a 300 candidatures, et que tu as prévu de venir en Suisse, il va regarder sur le Nord vaudois. Parce que peut-être qu'il y aura moins. C'est pas long, la différence en voiture, surtout que tu viens t'y établir. Et puis, surtout se renseigner, parce qu'on a un mindset, on a une philosophie, encore une fois, on n'est pas européen. On est des Suisses, on est des Helvètes, on est fiers vraiment de notre pays. Tous, hein, très très fiers. Et encore plus ceux qui ont le permis C. Tu prends des gens qui ont passé le permis C, tu vois la différence? Pour quand tu arrives, tu dois faire un petit Oui, examen non, pour mais montrer que tu es Suisse. Eux sont plus Suisses que moi encore, hein. Alors, le permis B, il s'obtient dès qu'on a trouvé un travail, Ça, quand on oui. est résident. Le permis C s'obtient directement aussi. C'est Oui, le permis, c'est c'est exactement, le, c'est c'est quand t'as la, carte, la ouais, carte c'est la, d'identité. c'est Moi, la j'ai la nationalité qui. nationalité, j'ai des potes portugais, mais c'était la fête totale quand ils l'ont eu. Mais il est sport, hein. Il paraît qu'il est très très sport, hein, ce Et en concours. dehors de ça, tu te rends compte que tu dois te battre pour avoir la nationalité. Ça veut Ouais, dire que c'est un acquis, en fait. C'est à toi. Ça, ce truc, tu t'es battu pour ça. Et ça, je trouve ça formidable. ouais. Donc voilà Moi, comment on fonctionne chez nous. Et puis, le mot de la fin, je sais pas si on peut en amener par rapport à ça, mais c'est vraiment, on a une culture qui est différente. On fonctionne pas comme l'Europe, vraiment. Et c'est un biotope, la Suisse. Un petit biotope. Il faut comprendre les mécanismes des Suisses. Ok. Bon, en tout cas, c'était très appréciable d'être avec toi durant cette interview. Pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait un petit peu de la démocratie suisse, il y a il y a un livre qui s'appelle La démocratie suisse. Non. La France en faillite, prenez exemple sur la démocratie suisse ou quelque chose comme ça. C'est Je pas, l'afficherai à l'écran
pour que vous puissiez le voir. Mais en tout cas, livre très intéressant sur la comparaison entre les deux systèmes. J'avais acheté ça. Ça va le titre, il n'y avait pas plus trash à faire. Non, ils ont fait très putaclic, mais de toute façon, les livres, c'est la petite couverture malheureusement qui vend. Mais en tout cas, le livre est très instructif sur les différentiels qu'on va avoir entre ces deux pays. Et eux, pour eux, malheureusement, dans ce livre, la France était en faillite et prenez un peu exemple sur ce qui se fait. C'est vite vu, regarde, moi on a les informations sur la RTS à 19h30 et il y a le 20h à 20h sur TF1. Donc, quand je regarde TF1, j'ai l'impression d'être à 10 heures de vol. Mais c'est vrai, je te jure, quand je vois que ça balance des grenades dans les bistrots à Grenoble, j'ai l'impression de voir une zone de... Non mais, tu regardes le JT, tu regardes les deux, fais un coup l'exercice, t'as l'impression que t'es à 10 heures de vol. Tu te dis, c'est pas possible là en fait, que ça soit il y a 4 km derrière là. Ouais, je ferai le test, le test. Bon, en tout cas, merci pour cette interview. Et à tous, je vous souhaite de réussir sur le territoire et d'en apprendre plus, vous éduquer avant ça. Je vous invite également à laisser un commentaire pour dire un petit peu les questions que vous aimeriez qu'on pose la prochaine fois qu'on pourra se retrouver ensemble ou les sujets de vidéo que vous aimerez. C'était Jordan et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Une bonne journée à tout le monde.